Salut à vous la famille, bienvenue dans la table de l'insertion pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai un invité de marque, synonyme d'entrepreneuriat de quartier. On va discuter longuement sur son parcours. J'ai avec moi aujourd'hui Ahmed Bouzouaïd. Merci à Excellent. toi d'être venu et d'avoir accepté cette invitation. C'est pour moi aussi important de donner accès, entre guillemets, à une voix qui porte déjà. Et pour qui c'est le métier aussi, tu reviendras là-dessus. Mais je suis très content de t'avoir à mes côtés aujourd'hui, Ahmed. Donc, bienvenue sur la table de l'insertion pour cet épisode. Et comment tu vas? Franchement, tout va bien. Ouais, Alhamdoulilah. ouais, ok, Grâce à Dieu. grâce à Dieu. Et toi, là, tout de suite, j'ai envie de te demander un petit peu, si tu devais un petit peu te présenter, là, comment tu te présenterais en quelques phrases sur ce que tu es aujourd'hui, pour qu'après on puisse retracer un petit peu le parcours en lui-même et tout ce que tu as pu vivre, étudier. Alors, vu qu'on est à la table de l'insertion, j'ai l'impression qu'il faut qu'on parle de boulot. Un petit peu le parcours professionnel, Voilà, personnel aussi, hein, tout à après en fait. fonction de ce que tu veux évoquer, comme tu le sais, mais Alors, moi, je dirais que je travaille chez BPI France, ok. la banque des entrepreneurs. Je suis directeur d'un programme qui se nomme Entrepreneuriat Quartier 2030. Notre mission, c'est de soutenir les entrepreneurs, en particulier là, les entrepreneurs des quartiers, grâce à des outils de financement, des outils d'accompagnement. À côté, je suis moi-même entrepreneur. Je suis écrivain, j'ai commis un essai tout récemment, on en parlera. Je dois faire du cash boy. Avec grand plaisir. À côté, ouais, je suis un homme qui aime les mots. D'ailleurs, je vais te le dire, hein, il y a un prochain ouvrage qui est un recueil de textes qui s'appelle Textologie, Ok, de la poésie qui arrive. Mais c'est des textes que j'écris depuis des années maintenant et ça va être un recueil de ces textes-là. Je suis un amoureux du sport, pas d'une discipline en particulier, même si j'ai un faible très prononcé pour la boxe anglaise, le ok. noblard. Parce qu'on voit beaucoup la course à pied hein, sur les réseaux, hein. Tous ceux Ouais. qui le suivront après l'épisode, vous verrez qu'il court beaucoup. Après, c'est toujours lié aussi, cardio, boxe anglaise, tu me C'est parce diras. que je prépare une course. Ok, Et donc, je m'entraîne dans l'optique de la préparation, mais la vérité, c'est que je suis un coureur qui n'aime pas tant la course que ça. Je ok. dis ça, mais je commence à développer un goût pour la course à pied. Après Ouais. un Paris-Marseille, un Tunis-Alger, C'est ça, c'est que moi je vois des distances, ça fait peur. Hein. En tout cas, ça peut. tu vois, la peur, c'est quelque chose de très relatif. Et en plus, la peur, ça apprivoise. Ouais. Et je pense qu'il y a quelques années, tu m'aurais parlé ne serait-ce que d'un marathon, 42 Ouais, kilomètres. ça serait projeté Et compliqué. bah, Quoi. si tu me parlais d'une étoile, c'était pareil. Ouais. Et là, par exemple, là, samedi prochain, justement, dans la logique de cette préparation, je vais faire 35 kilomètres. Pas plus tard que dimanche dernier, j'en ai fait 60 kilomètres. Et voilà, aujourd'hui, je suis dans l'optique d'une préparation d'une grosse course. Donc, il faut ce qu'il faut. Ouais. Et c'est Voilà. l'entraînement, la rigueur, je suppose. Voilà, la rigueur, la discipline, essayer de fournir un effort pénible Ouais. pour élargir sa capacité à aller toujours un petit peu plus loin. En tout Ouais. cas, à trouver un confort dans l'inconfort. Et repousser les limites. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, je dirais pas repousser les limites parce que je considère que ma limite, je la connais pas. Ouais. Et du coup, mon enjeu, c'est d'aller chercher, d'aller savoir où est-ce qu'elle se trouve. Ouais. Et je pense que c'est un peu pareil pour chacun. Et après, l'idée qu'on s'en fait, c'est-à-dire l'idée qu'on se fait de ses limites, c'est propre à chacun. Voilà, aujourd'hui, il y a Wittgenstein qui dit une phrase que j'aime beaucoup et que je cite souvent. Hmm. Ce qui est pensable est possible. C'est-à-dire la limite, il la positionne à l'aune de notre pensée. Ouais. Donc, t'accèdes à la pensée sur un sujet en particulier. Dans tous les cas, c'est que si tu y as pensé, c'est. C'est que tu peux le concrétiser. Ouais. Et en tout cas, Quelque chose à faire. tu peux te frayer un chemin jusqu'à l'atteinte de cet objectif. J'aime bien, avec plaisir, de recueillir 2-3 phrases, tu vois, de ton quotidien, que je pourrais mettre aussi dans la description et que je pourrais garder en stock, hein, parce que je te dis pas que le marathon est un objectif, mais c'est vrai que la course à pied commence à devenir pour moi façon aussi de s'évader, de travailler physiquement, indirectement, tu vois, Bien sans sûr, bien faire sûr. un sport en particulier aujourd'hui. Et comme tu l'as dit, repousser les limites. Parce que forcément, tu te dis 10 km, après 15, après un semi.
Deuxième étape, c'est 30, 42 pour le marathon. Et forcément, ça fait toujours un peu peur, tu vois. Et à force de franchir ces caps, C'est quoi qui fait tu te peur? rapproches. C'est quoi qui fait peur? L'état dans lequel tu te mets. Après, je te dis ça, D'accord. quand t'en fais plus, tu vois, quand tu cours plus, etc., forcément, tu vois la montagne, comme tu parlais tout à l'heure Bien sûr. d'étoiles. C'est un peu la même chose. Mais dès que tu commences à... Tu vois, j'ai fait le 10K d'Adidas récemment. Ok, J'ai fait 7 minutes de... Enfin, j'ai battu de 7 minutes mon record perso, tu vois. super. Mais parce que pendant tout le long, tu vois, j'avais un lièvre devant moi, là, et pendant tout le long... Tu t'es accroché. ouais, et très naturellement, après, tu le fais, et quand tu regardes, il reste 3 kilomètres. Tu sais que ça va être la montée des champs, etc., donc c'est un peu plus costaud. Mais tu gardes le rythme et tu focuses sur le lièvre, et en fait, tu te rends compte que mentalement, il n'y a pas grand-chose à mettre en place, tu vois, en dehors de la préparation ou pas. Mais voilà, j'avais bien mangé la semaine, Ok. qui avait précédé ce 10K, et ça l'a fait. Et, Mais et avec le recul, tu te dis que la peur, elle était justifiée ou non? j'avais pas forcément peur, tu vois. Mais c'est vrai que quand tu penses à un semi, là, par exemple, dans le cerveau, tu te dis c'est du sérieux. Et tu connais quand même du monde dans l'entourage qui a fait son petit semi ou son marathon, et tu vois les états, tu te dis, faut de la prépa, faut tout ça. Donc pour moi, je pars du principe qu'il n'y a pas de... Toujours de la préparation, toujours... c'est la vision qui va te permettre après de mettre en place des objectifs, et après, il faut s'y tenir, quoi. C'est de la rigueur, c'est de la discipline. Et ça se fait pas en 2 semaines, hein, en général, ce type d'objectif-là, tu vois. Ouais, Faire des ouais, ouais. marathons comme ça. J'ai connu qu'une personne qui avait fait euh, un marathon Sans prépa? sans prépa. Euh, ouais, costaud, et c'était que mental. C'était que mental, donc... Ces courses, moi, elles m'ont appris que la part de mental, elle est vraiment énorme. ouais. Là, par exemple, là, je devais faire 100 km avec Mara, que je salue, dimanche. Je m'étais engagé à faire 100 km, mais j'avais pas véritablement la préparation. Hmm. J'avais couru un mois et demi avant avec lui, on avait fait 35 km avec lui et Ilyes, que je saluais aussi également. Comme ça faisait très longtemps que j'avais pas couru, les 35 km, je les ai faits, mais vraiment péniblement. Je me suis dit, donc, il faut que je me prépare. Et pendant la course, il me dit, tu sais que je prépare 100 km, etc. Je fais, ah, ok, ben, je vais essayer de venir avec toi. Et donc, du coup, ça m'a motivé. Je me suis mis régulièrement à courir 5 km quotidiennement, ou sinon au moins 2, 3 fois par semaine. Ouais. Donc, on me propose de faire 100 km. J'ai pas véritablement de préparation et je me dis qu'il faut que je me remette en piste. Et donc, c'est le cas de le dire, je me remets à courir 5 km quasiment quotidiennement. Quand je peux pas, c'est 2, 3 fois par semaine. Et c'est finalement la préparation que je réalise pour courir 100 km. Ouais. Dans les faits, c'est pas assez. Parce que pour courir 100 km, il faut faire de l'endurance pour être dans des situations où ton corps il s'épuise. Vivre la fatigue en fait musculaire. Ouais. Pour pouvoir dépasser le seuil de fatigue, tu le repousses plus loin. Quand on a fait la course, j'ai dû courir 20-25 km, j'en pouvais plus. Et donc, du coup, je me suis mis à marcher, j'en avais marre, etc. Le groupe, j'ai laissé partir, aller loin devant. Et du coup, je me retrouve tout seul. Et donc là, je les retrouve au mental jusqu'à 35 bornes. À 35 bornes, ils faisaient une pause. Et là, j'ai retrouvé le reste du groupe qui pensait beaucoup. Mara, non, il m'a dit non, mais je savais que tu allais revenir. Ouais. Beaucoup pensaient que j'avais abandonné. Mais moi, je connais un peu Oui, tu sais que c'est une étape et que Voilà, y a beaucoup de exactement. prépa derrière. Tout à fait. Ouais. Et du coup, on repart. Et là, l'autre groupe était un peu fatigué, quoi. Ouais. Pas qu'un peu. Et c'est là qu'on comprend que à ce moment-là, il y a quelque chose au niveau de l'état d'esprit, du mindset qui se joue. Ouais. Et du coup, est-ce que tu vas basculer dans l'inconfort et penser que c'est ta vérité? C'est-à-dire, tu vas l'accepter comme dire, bah, en fait, là, je ne peux plus. Ou est-ce que tu vas accepter que c'est juste un moment qui passe et par définition, il va passer et tu vas vivre une autre séquence. Et c'est très important dans les courses longues parce que c'est toujours, on alterne entre des moments difficiles, plus que pénibles, parfois de détresse, où tu te dis, qu'est-ce que je fous là? Et d'autres fois, des moments d'euphorie où tu sens un relâchement et tu te sens vraiment bien. Tu fais le même nombre de kilomètres et t'es plutôt bien. Exactement. Et la vérité, ce qui te permet d'aller loin, c'est de comprendre que tout cela passe. Le bon comme le mauvais. Ouais. Et dans une course longue, bah, il faut accepter le bon, ok, mais il faut accepter le mauvais aussi. Ouais. Et le fait de réussir à traverser le mauvais,
C'est ce qui va te permettre d'arriver finalement à faire tes 100K. Et moi, si tu veux, j'ai fait à peu près 50K. C'est pas j'ai fait à peu près. On est arrivé, je leur dis on y va, on continue. Je me suis retrouvé, moi qui avais arrêté, à les motiver, tu vois. Ouais. Et du coup, je leur dis on faut continuer. Comme ça, on fait les 42. Une fois qu'on fait les 42, je dis on fait les 50. Comme ça, c'est la moitié. Tu vois, tu essayes de pas à pas essayer de gratter. Des défis, en fait. Mais c'est important, tu te donnes des micro-défis, quoi. J'ai fait la moitié. Voilà, exactement. Et après, bon, à 50, c'était le temps de rentrer au RER à peu près. On a fait 60. Moi, tout seul, je ne me voyais pas partir, mais je pense que j'aurais pu terminer. Mais souvent, on dit le véritable craquage, la véritable fracture, c'est la fracture du mental, tu vois. Et donc, oui, je crois très très fort que la dimension, ta capacité à gérer tes émotions, à les accueillir, à les comprendre et à les transformer pour les mettre à ton service, c'est ce qui va faire ta capacité à réussir ou non. Ouais, ok. Après, je te dis ça, je suis quand même assez féru de tous ces sujets-là, mais c'est bien aussi d'avoir un retour de ta part, tu vois. Et c'est inédit de comment je commence là l'épisode. Ouais. Tu vois, on a tout de suite commencé par l'actualité. Bien sûr. Et j'aime bien parce que tu parlais de table d'insertion, on est là pour parler de pro, mais finalement on parle aussi, tu vois, de sport. Parce que derrière, on peut joindre un petit peu les deux bouts. Hein. Moi, j'ai tendance à ne pas... c'est peut-être pas une qualité. Hein. De ne pas distinguer le pro et le perso. Ouais. Et parce que, en fait, il y a deux manières de l'entrevoir. La première, et c'est d'expérience, la vie, elle nous amène à compartimenter. Et parfois, compartimenter, c'est aussi, je dirais, segmenter, au sens de couper des segments, et donc se départir d'éléments qui sont constitutifs de nous. Et je trouve que là, il y a une perte. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pareil quoi, le pro, le sport, alors qu'en fait... Ce que je veux dire, il y a des transferts dans toutes les zones. Ouais. Et il y a peut-être des zones de génie qui ne sont pas dans le sport, mais si tu comprends pourquoi ça t'anime, de quelle façon ça t'anime, quelle habileté tu as développée, tu peux les transférer. Mais si tu n'as pas cette conscience-là, et finalement, tu vis la vie comme des cases. Tout est cloisonné et hermétique et ça ne communique pas. Ouais. Et donc, moi, je pense qu'il faut identifier... en 360, la diversité des composants, des dimensions qui nous constituent. Et c'est comme ça qu'on peut devenir riche, plus performant, et peut-être apaisé, trouver une forme de sérénité dans qui nous sommes. Alors que des fois, on va avoir tendance à cloisonner les choses et pas sentir si je suis bon à la boxe, et si je suis bon en tant que guitariste, si je suis bon à la danse, peut-être que des habiletés que j'ai développées là, des états d'esprit, je peux les transférer dans des environnements, des domaines, des dimensions où potentiellement je vis un inconfort. Alors que là, si je vis un confort, essayer de comprendre, déconstruire pourquoi là je suis bien, pourquoi là il y a mon bien-être qui s'épanouit. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et je trouve que on devrait réussir à ça, et ça passe par une phase de conscientisation, de sortir de cette vision segmentée du monde. Ça, c'est le point sur l'intérêt à ne pas séparer les choses. Après, il y a aussi une dimension, c'est que la société, elle est telle qu'elle est. Et en réalité, ne pas séparer, c'est parfois te mettre à poil. Ouais. Dans le sens, c'est faire preuve d'une certaine transparence auquel on peut t'y inviter, tu vois. J'aime bien, c'est qui disait, quand on me parle de transparence, je me demande ce que ça cache. Ça veut dire, en tout cas, c'est à tes risques et périls. Ça pourrait être utilisé contre toi. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ce qui fait qu'on est dans une société où il y a une forme de méfiance qui peut devenir de la défiance. Tu me suis ou pas? Et donc, et parce que si t'es pas bienveillant avec toi-même, c'est pas si souvent que les autres le sont pour toi à ta place. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, cloisonner, c'est une forme de protection. Et ça, tu l'as appris, là, si on devait arriver un petit peu sur ton parcours. Pour comprendre aussi un petit peu comment tu en arrives à ce schéma-là, ces réflexions-là mentales, etc. Toi, Ahmed, il vient d'où?
Si on devait commencer Alors moi, de la naissance et je suis parcourir un ton... enfant du 11e arrondissement de Paris, deux parents algériens. Je viens du désert de l'Algérie, un Sahraoui. En dessous, Biskra s'appelle El Mreyer. On reviendra sur le nom de mon bled, El Ouais, Mreyer. ouais, qui a Et une belle signification. voilà, c'est la transformation, ce qui change, ce qui évolue. Et, mais indépendamment de ça, donc j'ai grandi, une famille, 7 enfants, plutôt heureux, dans une dimension sociale, socialement précaire, mais en réalité tellement riche. Tu sais, moi j'aime bien dire, et ça je l'ai appris très tard, mais je me suis rendu compte que j'étais riche mais sans le sou. Ouais. Parce qu'en fait, la richesse, elle est très loin de se réduire à ce qui compte. Hmm. Et je trouve que c'est important de rappeler ça, que ce soit la richesse comme la réussite. Ouais, Parce grandir que avec une famille soudée, etc. des Qui valeurs, aime des la vie, principes c'est ça, ouais. et une vision du monde. Mais indépendamment de ça, ça pose la question de comment et qu'est-ce qu'on comptabilise. Hmm. Parce qu'en fait, vu qu'on vit dans une société où on se compare tout le temps, bah, ok, on compare quoi à quoi? Hmm. Et est-ce que l'échelle avec ou grâce à avec laquelle on nous compare, elle te convient? Peut-être que cette échelle de valeur, cette échelle de mesure, elle n'est pas pertinente. Ouais, ouais. Et donc, c'est important d'interroger les outils de mesure. Et ça, tu l'as compris à quel âge? Enfin, à quel âge? C'est quoi? C'est via une psychanalyse? C'est via... Non, j'ai pas fait de psychanalyse, Ouais. mais j'ai fait du rap. Ok. Et du coup, Ça t'a permis d'écrire sur toi? ouais, sur ça m'a la vie. économisé une psychanalyse. J'avais un micro en main ou des carnets et des bouts de papier pour écrire des pensées. C'était ma manière à moi de m'allonger sur un divan, Hmm. tu vois. Ouais, ouais. Et donc là, c'était la jeunesse. La jeunesse, c'est la construction identitaire. Donc ça veut dire on se recherche, on essaye de comprendre qui on est et quelle est sa place dans le monde, sa relation avec les autres. Dans la jeunesse, dans les quartiers, tu vis quelque chose de l'ordre. Moi, j'avais conscientisé une forme d'injustice. Et du coup, mon rap, il exprimait beaucoup quelque chose de l'ordre de la colère, de la justice sociale, de la volonté de s'en sortir, avec quelque chose de s'en sortir qui ressemblait beaucoup au mythe qu'on nous avait inculqué au travers de la télé, au travers Les médias. des médias et de tout ce qui contribue à nourrir notre imaginaire. Hmm. Et donc voilà, le rap, Saint-Blaise, ensuite le quartier Belleville. Belleville, c'est un quartier bigarré, c'est-à-dire c'est une mosaïque urbaine où arabes, juifs, musulmans, chrétiens, français de souche, souniké, bambara, camerounais, Asiatique aussi. asiatiques beaucoup, Ouais. parce qu'il y a le quartier chinois Ouais. qui à la base, c'est pas. Si à Belleville, c'était des Chinois du Dongbei, ça veut dire. C'était pas les Chinois du quartier chinois du 13e où ce sont en fait les boat people et les enfants des boat people plutôt Indochine, tout ça, tu vois. Ouais. Et donc c'est plutôt des paysans. Et après, en fait, c'est intéressant justement. Si je sais tout ça, c'est que j'ai fait un mémoire là-dessus. Je Ouais, suis ouais. interrogé sur Ouais. ce qu'était cette mosaïque urbaine, où toutes ces populations se côtoient sans jamais se rencontrer. Qu'est-ce qui fait la rencontre? Qu'est-ce qui fait que tu traverses une rue et tu changes d'ambiance, tu changes d'environnement social, tu changes d'atmosphère. Et tu sais, il y a des choses Ouais, qu'on n'explique pas. Ouais. qu'on n'explique pas, mais qu'on ressent. Ne serait-ce que de toute façon, la rue, tu sais, elle est taguée, elle est graffée, elle est marquée avec des calligraphies, des idéogrammes. Et tout ça, ça donne une ambiance. Et parfois, c'est intéressant parce que l'ambiance de la rue, enfin celle qu'on déchiffre, elle n'a aucun rapport avec son habitation. C'est souvent, là, on parle de grands remplacements, ce genre de choses. Ouais, ouais. Mais c'est pas parce que tu vois des commerces avec écrit halal que le quartier, il est véritablement arabe. Dans sa démographie, Ouais, ouais, ouais. dans son peuplement. Et parfois, il y a un vrai décalage entre les commerces et la réalité du peuplement. Mais le problème, si problème il y a, c'est que ce qui est visible dit quelque chose d'une appropriation. Et donc, c'est là où parfois on te demande d'être
visible jusqu'à un certain point. C'est l'histoire du sirop et de l'eau, tu vois. Ouais. Et donc, Quel et maintenant, dosage. il faut se poser la question à quel moment le dosage devient interroge, Ouais. devient compliqué, devient un sujet de débat, voire devient une question sociale. C'est-à-dire donc, nous, on a grandi, en ayant grandi dans les quartiers, on a grandi en étant une question sociale, et je devrais même dire en étant un problème social. On a toujours été grandi en étant un problème. Je dis ça avec le sourire, hein, parce qu'en réalité, à part dans l'adolescence, où ma manière de le dépasser, ça a été de faire du rap. Ma manière de le comprendre, ça a été Donc le rap m'a ramené dans des squats, où j'ai rencontré des squatteurs, etc., qui m'ont contribué à me faire une culture politique. Et ils m'ont dit, bon, t'es pas trop con, toi, tu devrais aller à la fac. Et je suis allé à la fac. J'ai fait des sciences humaines, de la psychosociologie, de la sociologie. Après, j'ai fait de l'urbanisme. Ça a contribué à m'aider à structurer, m'a donné des outils pour penser, structurer ma pensée. T'as fait quelles universités? J'ai fait Paris 5. Ouais. C'était à Saint-Cloud, puis à la Sorbonne. Et l'urbanisme, je l'ai fait à l'Institut d'urbanisme de Paris, Ok. qui est devenu l'Institut français d'urbanisme. C'est du côté de Créteil. Ok. Et Des belles années? c'était des belles années parce que je faisais tout autre chose que la fac. Ok. La vérité, c'est que la fac, c'était un peu une planque pour moi. Ça permettait de rassurer mes parents. Ok. Et j'étais vraiment un étudiant qui n'était pas volontaire, qui était là par... tu sais, il y en a, ils cherchent une street credibility. Ouais, ça va, j'étais un peu, pas qu'un peu, j'ai ancré dans la street, entre guillemets, entre les amis, les refrains, le rap, la boxe, etc. Mais pour mes parents, il fallait que je leur donne autre chose. Ouais, et Et donc, l'école. Une social credibility. Ouais. Tu vois, j'avais besoin et j'avais en réalité, j'ai toujours eu beaucoup de facilité à l'école. Ouais. Beaucoup de facilité. Et Parce que tu t'es pas arrêté à un master, du coup. T'as J'en ai fait enchaîné 2. derrière, c'est ça. J'en ai Donc, même fait, j'ai pour presque quelqu'un 3. pour quelqu'un qui s'y intéressait mollement, t'as quand même poussé. Parce du que coup. c'était facile. Ouais. Parce que c'était facile, parce que j'étais planqué. Et beaucoup de professeurs étaient très frustrés de moi. Parce qu'ils me voyaient comme quelqu'un qui gâchait ses capacités. Ouais. Tu vois, ce qui est assez vrai, hein, mais en réalité, il y avait une tension en moi entre le fait que j'avais l'impression... En fait, j'ai très vite eu le sentiment, peut-être qu'il était faux, mais en tout cas, je l'avais intégré, que l'ensemble des marqueurs que j'avais, les quartiers, le musulman, l'arabe, le noir, tout ce que tu veux, fait que j'avais perdu dans cette vie. Tu vois, genre, j'avais intégré ça. Et je me suis dit... et donc, du coup, je ne croyais pas en la réussite par la voie. La voie réglementaire. Ouais. Les études, etc. Ouais. Et donc... Même avec toutes les études, là, à ce moment-là, t'avais quel âge, quoi? 23, quand j'ai fait de 24, l'urbanisme, j'ai commencé à vouloir donner un sens à ma vie et en me disant que la sociologie ne m'aidera pas tellement, parce que tu sais, on parle souvent des sciences molles quand on parle des sciences humaines. Ouais. Et pour moi, d'abord, pour te dire, tellement j'étais à l'ouest, je me dis, tiens, il faut que je fasse quelque chose de ma vie. Je me dis, il faut que je fasse quelque chose de dur. Et association, quelque chose de dur. Je suis quelqu'un qui aime bien planifier, penser, la vision, etc. Ouais. Je vais pour faire de l'architecture. Je vais à Paris, la Villette, c'était à côté à Belleville, tu vois. C'est intéressant parce que je vais à Belleville. Et ça veut dire, quelque part, d'un côté, je cultive mon jardin, mais de l'autre côté, c'était pas si évident pour moi de sortir de mon ghetto, si ghetto il y a. Ouais. En tout cas, mon environnement social proche, où je me sentais en sécurité. Ouais. Donc Belleville, donc je vais à l'école et il m'accueille en me disant, mais vous savez, mais monsieur, les inscriptions, c'est fini depuis longtemps. Parce que moi, pour te dire à quel point j'étais à l'ouest. Ouais. Et du coup, je me demande ce que je vais faire. Et c'est là que je suis parti m'inscrire en urbanisme en me disant, le calcul que j'ai fait, je me suis dit que je vais faire de l'urbanisme, ce qui va en transition, et ensuite je reviendrai à l'architecture. Et je vais pour m'inscrire en Master 2, parce que figure-toi que quand tu as un Master en sociologie, ouais.
Ça te permet de... T'es pas obligé de te refaire tout le cursus, tu vois. Oui, tu peux enchaîner une année. Exactement. Une année seulement, Et du coup, j'y vais, ils m'acceptent. Et mais en regardant le programme, je vois que j'ai trouvé ça light. Et j'ai demandé à redoubler, à faire un master avant le master 2. Je me rappelle, j'étais accueilli par le directeur de l'IUP, l'Institut d'urbanisme, qui dit c'est vous ce héros qui demande à redoubler, blabla. Et je pense qu'il était sincère dans sa démarche. Mais ça m'avait interpellé. Ouais. Parce que j'avais l'impression d'être... c'est bizarre ce que je vais te dire. Mais j'avais l'impression d'être un basané qu'on applaudit. Tu vois, une sorte de singe savant, tu vois. Le seul... Oui, tu vois... presque le seul, en gros, qui veut redoubler volontairement. Oui, je n'avais pas compris pourquoi il glorifiait cela, tout ça et tout, mais je pense qu'il était sincère dans sa démarche. Et de toute façon, j'ai pas à préjuger de ses intentions. Voilà ce qui s'est passé. Ouais. Je fais un M1, je fais un M2, je fais donc 2 parcours. Et une fois que je fais ces 2 parcours, je fais 2 parcours recherche, parce que je me destinais à être chercheur. Ouais. Non pas que je kiffais tant les labos que ça. Je pense que ça avait commencé à me donner un goût de penser. Ouais. Et de réfléchir, et de structurer, etc. Mais surtout, je voulais pas aller travailler. Je voulais pas aller travailler pour les raisons que je t'avais dit tout à l'heure. Ouais. Mais j'allais y venir. Tu vois, il y a beaucoup de profils qui font 2 masters. Ouais. Ça, j'ai pas de débat, parce qu'en général, des fois, quand tu commences post-bac, un parcours, tu sais que c'est 4-5 ans. Il y en a qui osent pas, tu vois, bifurquer sur une autre voie après le bac plus 3, par exemple. Bien sûr. Donc, ils vont jusqu'au bout, et après, ils font un 2e master spécialisé dans le domaine, le secteur d'activité dans lequel ils veulent bosser. Bien sûr, bien sûr. Mais quand on en fait un 3e, bien sûr. J'ai pas de stats, mais pour moi, 80-90% des cas, ça n'a aucun sens. C'est un profil qui veut pas découvrir le monde du travail. C'est de la procrastination. Ouais. Il est un peu chaud de se dire. Bon, attends, moi j'en ai tu vas comprendre. Moi, le parcours, en fait, je passe de la sociologie où j'étais allé vraiment comme en dilettante à l'urbanisme où j'y vais véritablement avec un projet. Je n'avais pas vraiment de projet, mais je me suis dit, bon, je suis dans les sciences molles, je vais aller dans le dur. Ouais. Et le hard va me donner quelque chose de concret, un savoir-faire, un métier. Ouais. Entre-temps, je me lance dans le conseil. Je me lance dans le conseil parce que il s'avère que toutes mes années passées dans le rap, etc., fait que j'ai pu travailler avec des amis et des frères, je salue Ariles, qui en fait, l'expertise qu'on avait développée, nous on était identifiés comme des gars qui connaissaient la street et les cultures urbaines, et cultures populaires, et en même temps qui connaissaient et qui avaient les outils de la culture légitime. Et du coup, on pouvait tisser des ponts, structurer des choses, etc. On a travaillé sur des projets assez intéressants. Et donc, à côté, je commençais à faire du consulting sans le savoir. Tu vois ? En fait, j'étais payé pour mes idées, pour ma pensée. Tu vois ce que je veux dire ? Donc ça commençait à être intéressant. Mais oui, donc voilà que je fais ces 2 parcours-là. Je fais les parcours recherche parce que j'avais pas de projet d'intégration au travers de l'université. Ouais. Je ciblais pas un métier en particulier. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que je crée une société qui s'appelait Muse des Territoires avec un ami. Muse, management urbain, socio-économique pour le développement des territoires. La Muse, parce qu'elle inspire, elle conçoit, elle concrétise. Donc, on avait marketé tout ça, tu vois. Ouais, j'aime bien voilà. Beaucoup. Et on remporte un concours qui s'appelle Talent des cités. Ok, que je connais de nom. Ouais. Voilà, c'est au niveau national, on le remporte. J'avais été parrainé par la RATP, la Régie Autonome Transport Parisien. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on remporte un prix, 10 000 €, bim, on crée la boîte. On l'implante au 4000 à la Courneuve. Parce qu'au début, je voulais créer une sorte d'agence de conseil en développement durable, etc. Mais on s'était rendu compte que tous les cabinets parisiens, on ne faisait pas le poids. Donc on s'est dit, tu sais quoi, on va s'implanter au 4000 à la Courneuve et on va faire du développement durable dans les quartiers. Ouais. C'était un positionnement marketing, tu vois. Et du coup, on a commencé à faire du conseil aux politiques, du conseil en transformation urbaine. Et petit à petit, parce qu'on a voulu monter notre TJM, c'est-à-dire nos taux journaliers, et on a compris qu'il fallait faire du développement économique. Et on s'est mis à organiser des voyages d'études
sur l'entrepreneuriat. Et c'est comme ça que je deviens aussi un expert dans l'entrepreneuriat. Parce que d'une part, je l'ai vécu en le faisant. J'ai appris ça in vivo, tu vois. Et de l'autre côté, je me mets à capitaliser de la connaissance, l'expertise sur comment on accompagne les entrepreneurs au Canada, aux États-Unis. Et comme on avait accompagné la transformation de la politique de la ville en 2014, c'était le ministre qui s'appelait Lamy. Donc dès 2013, je crois 2012-2013, on a fait des rapports là-dessus sur les conseils citoyens, etc. Ouais. Et cette expertise-là fait que on avait compris que la politique de la ville qui marchait sur le hard et le soft, le hard c'est l'humain, c'est l'urbain. Le hard, l'urbain, la transformation qui a été portée par l'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine, démolition, reconstruction des quartiers, le cadre de vie, etc. Et l'humain, c'est les associations en fait qui contribuent à animer les quartiers et à apporter des solutions dans les territoires. Et on avait compris qu'il y avait un troisième pilier qui était en train d'arriver, c'était le développement économique, d'où l'organisation des voyages d'études. Et on devient très vite une référence, si ce n'est la référence sur les sujets d'entrepreneuriat dans les quartiers. Toujours avec la même structure? Ouais, toujours avec la même structure. J'organise des forums un peu partout en France. Et le plus gros, on l'avait organisé au Stade de France. Gros. Et celui-là, je crois que c'était 2013, tu vois. Ouais. Donc on était assez en avance. Donc, en 2013, on pensait l'entrepreneuriat dans les quartiers de manière concrète, avec l'ensemble des parties prenantes. On était un peu une sorte de poil à gratter, parce que on ne nous attendait pas. Ou si j'avais fait ça dans la MJC du coin, ça allait bien, mais attends, pour qui se prend l'arabe là Ouais, là c'est la Seine-Saint-Denis, le territoire. Mais plus que la Seine-Saint-Denis, c'est le Stade de France. Tu sais, ça avait une dimension nationale, voire internationale, parce qu'en fait, on avait associé les Américains qu'on avait rencontrés aux États-Unis pour se mobiliser dans le cadre de ce forum. Il y avait des acteurs qui venaient de partout en France. Et en plus, du coup, on associait aux acteurs associatifs des acteurs le MEDEF, il y avait Pierre Gattaz. Et donc, si tu veux, c'était un mélange des genres. Pierre Gattaz, moustache? Non, il n'avait pas de moustache. C'est le patron du MEDEF à l'époque, tu vois. Ouais. Et mais si tu veux, c'était assez iconoclaste comme approche. D'associer ce que, on va dire, les associations avec le MEDEF, avec les collectivités territoriales. En fait, il y avait tout ce monde-là autour de la table et pour discuter comment on accompagne les entrepreneurs des quartiers. Donc, synonyme de référence, en tout cas, pour toutes ces structures-là. Ouais, et synonyme de... bel intermédiaire. C'est ça. Hein, tu sais, as besoin de ton expertise, en tout cas, ton expertise et celle de ton associé, pour faire la transition, entre guillemets, enfin, pas la transition, mais l'intermédiaire. Le lien, l'intermédiation. On veut accompagner, alors, est-ce que c'est marketing ou pas? Bon, ça... Alors, moi, je te dirais à ça, il y a un film que je conseille qui s'appelle Layer Cake. Tu connais Layer Cake? Layer Cake. C'est un super film. Et je trouve que dans ce film, il donne la meilleure définition du commercial. On dit un commercial, c'est un bon intermédiaire. Voilà. Pas plus, pas moins. Et ce qu'on disait à l'époque, tu sais, par exemple, en Seine-Saint-Denis, tu parlais de la Seine-Saint-Denis, on organisait ce qu'on appelait les mercredis gourmands. Ouais, j'ai pas connu, moi. Premier rendez-vous gourmet et décalé du développement économique en Seine-Saint-Denis. Okay. En gros, on ramenait les grands comptes de la Seine-Saint-Denis qui venaient déjeuner. Et pendant qu'ils déjeunaient, ils écoutaient les pitchs d'entrepreneurs de la Seine-Saint-Denis qui avaient des besoins. Ouais. Et on avait un super chef, Dieu veille Malonga, que je salue. Et en fait, on venait manger une gastronomie incroyable. C'est de l'afrofusion, en tout cas de la gastronomie africaine croisée avec la tradition française, etc. Et en fait, tout ce monde-là venait déjeuner, écouter des entrepreneurs. Ça, c'était en 2013-2014, tu vois, les mercredis gourmands. Ouais. Donc, on était assez précurseurs sur ces sujets-là. Et si je dis ça, c'est que finalement, on disait que nous, on était des facilitateurs de rencontres improbables. Ça veut dire, on mettait autour de la table des gens qui avaient tout intérêt à se rencontrer, mais qui ne se rencontraient pas. Et finalement, ces passages entre la sociologie, l'urbanisme, la littérature, la poésie, le rap, l'ouverture de squat, le MEDEF et qu'on appelle ça... collectivité. En tout cas, des acteurs extrêmement différents.
et ben, ça a développé une capacité à une intelligence des situations, une intelligence des acteurs et de leurs enjeux, identifier leur self-interest, leurs intérêts personnels, pour les faire converger autour d'un intérêt commun. Tu vois, si on disait souvent dans le community organizing, l'organisation des communautés, qui est des outils très anglo-saxons sur comment les habitants des milieux populaires peuvent se mettre en mouvement pour agir et transformer leur situation. Et on dit, on peut prendre le même train sans descendre à la même station. Et donc, c'est ça la stratégie de bâtir des alliances, qui n'est pas une culture très française, parce qu'on a chacun l'habitude de travailler dans son couloir de nage, et c'est très hermétique. C'est-à-dire quand tu es dans cet univers, on ne rencontre pas forcément les acteurs des autres univers, et nous, on a fait une marque de fabrique de croiser les univers. De faire monter les gens dans le train. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Avec la vision, etc. Que vous voilà, il y a un cap. Il y a une vision, on fait émerger une vision partagée. Parce que au travers du dialogue qu'on va avoir avec chacun, chacune et ce collectif, notre force, c'est la capacité à les mettre tous dans le même sens. C'est dans une table de négociation, tu as les deux côtés de la table. Et donc, on est l'un contre l'autre. C'est le versus, le VS, tu vois. Et donc, ça veut dire la force, le talent, le génie dans la négociation, c'est de mettre tout le monde du même côté de la table pour que littéralement, ils partagent la même vision. Et là, quand tu fais ça, eh ben, ce qui se passe, c'est que on peut emprunter le même cap. On a une vision partagée. Après, une fois qu'on a une vision partagée, il faut savoir qui fait quoi, qui prend quoi, pas de quiproquo, pour citer ELG des X-Men. Parce que l'enjeu, après, ensuite, c'est comment le collectif collabore. Collaborer, labeur et ensemble. Ouais. Tu vois? Ouais, je t'ai perdu. Non, mais ça me parle parce que c'est pas simple, tu vois, Enfin, on a beau avoir la vision, là, ce que tu as essayé de monter, ce que tu as su monter à l'époque, c'est réussir à toucher, tu vois, toutes ces grandes instances, les collectivités, le MEDEF, tu vois. Et justement, après réunir tout le monde et avoir ce discours commun pour la Seine-Saint-Denis, tu vois, c'est costaud, c'est fort. C'est pas pour la Seine-Saint-Denis. Hein. J'ai fait ça en Seine-Saint-Denis, mais oui, on l'a après, fait, derrière, pour le faire. C'était à l'échelle nationale. Régionale et nationale, ouais. Tout à fait. Et tu te sentais à ta place ou pas? Là, après ces études, etc., tu vois, peut-être cette peur du monde du travail, est-ce que là, quand tu étais dans les quartiers comme ça, tu te sentais bien? Moi je dirais, c'est paradoxal. Ouais. Peut-être que je me suis jamais senti à ma place, jamais. Ce qui a fait que j'ai toujours travaillé à me sentir à ma place. Ok. Et donc, du coup, aujourd'hui, je me sens partout à ma place. Ouais. Mais c'est le résultat d'un effort. Et tu sais, quand j'étais jeune, j'étais quelqu'un... tu vas pas me croire, je parlais jamais. Mais du coup, j'ai passé beaucoup de temps à écouter. Et à écrire, du coup. À écrire après avec le rap, c'est vrai. Mais initialement, je me sentais nulle part à ma place. Je me sentais tout le temps hybride, en décalage. Mais en réalité, ces moments de construction, en fait, ont été véritablement des moments d'enrichissement. C'est aujourd'hui que je le sais. Avant, je ne le savais pas. Où à chaque fois, j'ai tenté de trouver des conforts, ou sortir d'abord de l'inconfort. Et après, je me suis imposé, en devenant entrepreneur, je me suis imposé l'inconfort parce que j'avais compris que c'était une voie d'élévation. Je m'explique, par exemple, là, je te parlais du fait de prendre la parole. À un moment, je m'étais obligé à prendre tout le temps la parole, même si j'avais rien à dire, mais pour justement gagner la légitimité. Oui, habituer le cerveau à... C'est ça, exactement. Un mouvement, que ce soit un mouvement qui soit naturel. Tu sais, c'est marrant, tout à l'heure, j'écoutais, je ne sais plus qui disait que dans les milieux populaires, il y a un marqueur. La parole, c'est un marqueur social. Et en réalité, plus tu es issu de milieux populaires et moins tu vas t'exprimer, parce qu'en réalité, moins tu te sens légitime à t'exprimer. Et quand tu vas comparer des enfants qui ne sont pas issus de milieux populaires et d'autres, tu vas te rendre compte que à 5 ans, 4 ans, 5 ans, tu te rends compte de ça. Ceux qui ne sont pas issus de milieux populaires vont prendre plus souvent la parole
Et ça n'a aucun lien avec la pertinence de ce qu'ils vont dire. Tu vois? Ouais. Et du coup, il y a un enjeu à aller conquérir ces espaces d'expression, à aller conquérir la parole, la capacité à, à l'apprendre, et je dirais à se sentir légitime pour l'apprendre. Parce qu'en fait, beaucoup ne prennent pas la parole parce qu'ils ne se sentent pas légitimes. Et c'était ton rôle à l'époque, et encore aujourd'hui, je pense, d'apporter cette légitimité-là dans l'esprit des plus jeunes. En tout cas, dans Non, les quartiers. jamais, ça ne l'a jamais été. Moi, je l'ai fait pour moi parce que je vivais cet inconfort et je Ouais. ne supportais pas d'être dans ce mal-être. Ouais, ouais. Et donc, je l'ai fait pour moi, etc. Maintenant, aujourd'hui, où j'ai développé ces skills, ces habiletés, et on me renvoie... par communauté de destin, j'ai une idée de ce que peuvent vivre d'autres qui traversent les expériences que j'ai vécues. Et donc, du coup, parfois, je suis interpellé par eux. Et d'autres fois, je me dis, aujourd'hui, tiens, je pourrais être... Tout à l'heure, quand j'ai écouté cette analyse qui expliquait les difficultés à prendre la parole, etc., je me suis dit, tiens, moi, j'ai des salles, j'ai accès à des salles, j'ai capitalisé des connaissances, des expertises sur la manière de s'exprimer, comment on peut s'exprimer pour transformer les choses. On parle pas pour parler. On parle pour quelque chose, produire quelque chose. Et je me suis dit, tiens, je vais organiser auprès des jeunes, peut-être mon club de boxe, presque des jeunes du quartier, etc. J'ai envie de leur transmettre ces skills. Et si je devais faire un lien là, dans ton parcours, c'est à ce moment-là où il y a eu l'opportunité BPI. L'opportunité BPI, elle est vraiment tombée sans même que je la cherche. Tu sais, donc, je te racontais, je me suis mis à organiser des événements sur l'entrepreneuriat. Bon, pour plein de raisons, on a terminé l'aventure avec mes associés. Ce qui s'est passé, des bonnes et des mauvaises, hein, mais de toute façon, la vie n'est faite que de pages qu'on tourne, tu vois. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc je suis passé à autre chose. Je me suis mis à faire du conseil tout seul. C'était comme j'étais grâce à ce parcours, je suis devenu très vite un bon communicant. Il a été assez facile pour moi de développer un portefeuille de clients, de développer du relationnel et susciter le désir, c'est-à-dire des gens qui voulaient bosser avec moi. Et du coup, j'ai fait des prestations dont je suis très fier aujourd'hui, avec des grands comptes, etc. Et après, je suis revenu à mes amours, qui étaient le hip-hop, parce que des amis qui étaient des graffeurs s'étaient mis à peindre sur toile, à l'huile, etc. Et mon intelligence des territoires, des lieux de pouvoir, des cercles institutionnels, fait que je les ai accompagnés à organiser des expositions, donc certaines monumentales. Et je me suis mis à organiser des expositions. J'ai développé un goût pour l'art contemporain, parce qu'il a fallu, pour structurer ces projets, que je me forme. Et moi, je suis quelqu'un de curieux, en fait. Donc, tu me donnes un sujet et je le tourne dans tous les sens et je me nourris. Et c'est un peu ça qui s'est passé. J'avais une proposition d'un fonds aux États-Unis parce que j'avais accompagné des artistes français à accélérer parce qu'ils ont réussi à intégrer des institutions. Et si tu veux, pour un artiste, dès que tu intègres des institutions, ça contribue à consolider ta cote. Donc, ta capacité à vendre et à vendre bien. Et du coup, à un moment où j'étudiais cette perspective dans l'art contemporain, je reçois un message sur LinkedIn votre profil semble pertinent au regard de la nouvelle mission qui a été confiée à BPI France, la Banque publique d'investissement, à savoir développer l'entrepreneuriat dans les quartiers. Et c'est comme ça que je suis monté dans le bateau. Je fais tu vois, en fait... Aussi simple que ça. Voilà. Et... Je fais tout un tas de rencontres RH et j'y allais cool parce que je cherchais pas de boulot, tu vois. Et j'écoutais, etc. Je me rappelle, et d'ailleurs je le salue, Mathieu Asquette, je crois qu'il s'appelait, le RH. Quand il m'a rencontré, il m'a dit c'est vous. Je suis sûr que c'est vous. Un autre qui était le directeur de la création à l'époque, il me dit vous feriez quoi quand vous recrutez? Je lui dis je ferais ça, ça, ça. Il regarde comme ça, il me dit, mais vous avez lu le rapport là qui est là? Et parce qu'en fait, ils avaient fait un rapport, ils avaient commandé un rapport pour partager une stratégie sur comment mettre en œuvre cette BPI des quartiers.
Et je lui dis non, mais je lui dis, si vous m'auriez connu peut-être 2, 3 ou 4 mois ou 6 mois, j'en sais rien avant, vous aurez économisé le prix de ce rapport. Mais c'est que le sujet, je le connaissais par cœur. En tant que moi-même entrepreneur, et pour y avoir réfléchi, organiser ces forums, etc., ça fait un moment que j'étais imprégné et j'ai une pensée assez conceptuelle. C'est-à-dire, indépendamment du fait que j'aime bien agir et j'aime bien dire, tu vois, c'est l'éthique du palmier. Le palmier, parce que ça vient de chez moi, dans le désert. C'est les pieds dans la boue et la tête dans le ciel. Donc on pense, on réfléchit, on conceptualise, mais toujours les mains dans le cambouis et on est sur le terrain, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est ta force d'aujourd'hui. Ouais, tout à fait. Ouais. Mais ça, c'est intéressant parce que tu sais, on ne sait pas que les galères d'hier, en fait, sont la force d'aujourd'hui. Et moi, je le vois ça tous les jours. Et moi, je dis souvent, on se souvient souvent. Enfin, on se souvient tout le temps, tu vois, des expériences, des galères, plus que des fois des victoires. Je sais pas si toi, tu rejoins un peu ça. Moi, ou pas. en réalité, je me souviens de rien. Ouais. Et c'est peut-être aussi une erreur, c'est que je regarde toujours devant. Ouais. Je regarde toujours devant. En fait, je suis quelqu'un qui s'ennuie perpétuellement. Ouais. Et donc, j'ai besoin que ça bouge, j'ai besoin que... Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis l'enfant turbulent aussi, il n'y a rien qui se passe, il va casser un vase peut-être. Ouais. J'ai des conneries, mais peut-être pas. Ouais. Mais non, j'ai besoin que ça bouge, j'ai besoin que ça avance. Aujourd'hui, plutôt que de casser un vase, je dirais, je retrouverai les morceaux cassés, je ferai une œuvre de mosaïque peut-être avec cette porcelaine. Mais Et tu te souviendras, tu réfléchiras pas à comment ça s'est cassé, etc. Quoi. C'est vraiment, tiens, comment je peux m'en servir pour. ah ouais, non, mais j'ai pas le temps. Il faut avancer, faut faire du beau, faut construire. Et Il y a des choses à faire. cette recherche d'être tout le temps un peu dans l'inconfort pour te nourrir et développer des skills, etc. Est-ce que c'est le lien qu'on peut faire avec le bouquin que tu as sorti, en tout cas l'essai que tu as sorti là très récemment est-ce qu'il y a un lien ou pas avec... Il y a forcément un lien. Il y a forcément un lien. Tu sais, au départ, je devais être édité. Enfin, d'abord, je vais revenir. Pourquoi j'ai écrit? J'ai écrit le bouquin parce que je me suis dit, j'arrivais à un moment où il fallait, j'avais besoin que ça bouge, quoi. Ouais. Et l'écriture, ça m'a suivi toute ma vie. J'ai écrit du rap, j'ai écrit des textes plus institutionnels. J'ai tenté des romans, ce genre de choses, mais j'ai jamais eu véritablement ce courage parce que j'accorde énormément comment dire, de respect. C'est très très précieux pour moi l'écriture. Ouais. Et du coup, produire une œuvre, ça demande un travail et une exigence. Peut-être, tu sais, il y a un paradoxe. Hein. Des fois, en fait, ceux qui n'agissent pas, c'est aussi ceux qui mettent la barre trop haute. C'est pour ça que parfois, il faut y aller pas à pas et ajuster. Parce qu'en réalité, tu vas avoir les réponses sur la route. Il faut agir. Ouais. Alors en réalité, le fait de mettre la barre trop haute, c'est la meilleure manière de rien faire parce que cette barre, elle va te paralyser. Et quelquefois, on interprète ça comme une humilité, le fait de ne pas faire, alors qu'en réalité, c'est un orgueil. Parce qu'en fait, tu ne veux pas être confronté à la réalité de ce que tu vas produire. Si tu as la barre si haute que ça. Ouais, tu comprends ce que je veux dire? Regarder dans le miroir et te dire... ah ouais, en fait, je suis une merde. Bon, ouais. Je pense que là, on arrive sur la fin de l'épisode. Si tu devais un petit peu nous dire pourquoi on devrait acheter ce bouquin. Pourquoi on doit acheter « Je dois faire du cash, boy », je pense qu'il ne faut pas l'acheter si c'est parce qu'on souhaite faire du cash. Même si je vais donner des tips extrêmement précis sur comment faire du cash et comment les autres le font, parce qu'on va rencontrer des entrepreneurs exceptionnels dans le digital, dans la food, dans la fashion, dans la tech, exceptionnels, et leurs conseils sont extrêmement précieux. Mais l'achetez pas si vous voulez faire du cash. Achetez-le si vous voulez prendre de la hauteur. Achetez-le si vous voulez avoir un supplément d'âme. Achetez-le si vous aimez la gourmandise de la littérature. Et en introduction, je dis 2 choses. Je dis 3 choses. Je dis, méfie-toi de l'histoire majuscule et de ses ivresses enlisantes. Je dis, les lions seront toujours perdants des histoires de chasse tant qu'elles seront racontées par les chasseurs. Et j'aime même le rappeler, ce livre, c'est un lion qui a pris la plume. Et également, il y a tout dans ce machin pour s'instruire et pour s'amuser. Si vous voulez vous instruire, apprendre des choses, si vous voulez vous amuser, c'est avoir le sourire, mais aussi c'est des émotions. Peut-être vous allez verser une larme parce que c'est une histoire qui n'est pas tellement mon histoire, qui l'est même pas. C'est notre histoire, c'est votre histoire.
Et je pense qu'il est important parfois de prendre du recul pour comprendre ce qu'il se joue, pour ne pas avoir à répéter sans cesse le même scénario, comme si on était piégé dans comment dire, dans un cercle qui serait pour le coup qui est vicieux. Prenez l'intelligence, prenez ce temps d'une pause, une pause qui vous fera grandir. Voilà. Je dois faire du cash boy. C'est une petite histoire, mais avec de grandes leçons. Ça te va? Honnêtement, j'en attendais pas grand-chose, donc D'accord. au moins je suis sûr d'être surpris. Ok. Et pour le coup, non, à bifurquer en plus sur la caméra là-bas, on sent que voilà, c'était ce que je voulais. Au Ok. fond. Très bien. Excellent. Ahmed, on est timé. Ok. Je voulais te, je voulais te remercier pour ta venue, Ok. parce que tu peux prouver que on peut venir des quartiers, on peut se poser 1 milliard de questions, mais on peut aussi passer à l'action. Et cette idée de vouloir plaire à ses parents dans un premier temps, ce qu'on a tous malheureusement trop fait, hein, Bien sûr. de vouloir démarrer les études pour dire à papa, maman, tu nous as bien éduqués, vous avez fait du bon taf. Bah, toi, tu as voulu aussi reconnecter, tu vois, avec ce quartier de manière un peu indirecte, hein, tu vois, quand tu me dis que tu avais pensé à refaire des études d'architecture et que tu reviens sur Belleville dans un institut et que tu te sens chez toi et en même temps peut-être pas assez parce que bah, c'est pas le même monde, hein. Bien sûr. Il y a quand même deux arrondissements, enfin deux quartiers différents dans le même, quoi, dans un, mais j'aime cette idée de naturellement après être contacté par BPI par rapport à ce que tu as pu produire sur les 10 années précédentes et en arriver à ce qu'on vit aujourd'hui, à savoir booster les quartiers, mais être boosté par les gens du quartier, ça n'a pas de prix. Et c'est ce que tu as dit aussi sur la vente un petit peu du livre, c'est de finalement raconter des histoires, mais raconter l'histoire, enfin si le chasseur raconte les histoires, on ne sait jamais vraiment s'il y a du vrai, s'il y a du storytelling, si c'est du marketing. Et des histoires racontées par des personnes qui vivent ça ou qui ont vécu ça au quotidien avec leur entourage, le quartier, l'environnement dans lequel ils ont vécu, pour moi, ça n'a pas de prix. Et je pense que l'épisode qu'on a enregistré là, court mais très intense, et c'est pour ça que je t'ai laissé aussi beaucoup la parole, c'est que c'était voulu, hein. Le but, c'est que ça soit du 90-10, pas plus. Et j'ai hâte de le regarder, Yes. à tête reposée. Et est-ce que tu avais un mot de la fin, toi? Parce que je pense que tu l'as eu indirectement là avec le bouquin. Yes. S'il y a un seul message que j'aimerais laisser, c'est celui de l'espoir. L'action égale l'espoir. En fait, quand tu agis, tu n'agis pas de manière suicidaire. En fait, ce que j'aimerais, c'est que l'action, elle soit portée avec l'optimisme. Et quand tu reviens sur ces 50 années, je trouve ce qui est intéressant, c'est des entrepreneurs, des femmes et des hommes qu'on aurait pu identifier comme des perdants. Bah, tu les vois gagner. Et gagner, c'est pas faire des millions au travers d'une société. Ils le font. Mais moi, je trouve ce qui est encore plus intéressant, c'est lorsqu'ils interrogent leur place dans le monde, lorsqu'ils interrogent leur relation au quartier, lorsqu'ils interrogent finalement qu'est-ce qu'ils apportent aux uns et aux autres qui les entourent. Et ça, je trouve ça vachement positif de dire, en fait, la solution, elle vient d'elle, elle vient de lui, elle vient de nous. Et cet optimisme-là, il n'a pas de prix. Et c'est ça qu'on va retrouver, en fait. Parce qu'en réalité, si on est là seulement dans une logique de je dois faire du cash, d'accumulation, quelque part, cette réussite, pour moi, elle aura un goût amer. La véritable question, c'est qu'est-ce que tu fais pour ton prochain? En quoi ton ascension est celle des autres? Merci Ahmed Yes. pour tes mots, pour les sujets abordés. Je pense que il y avait aussi encore pas mal d'autres sujets qu'on a laissés de côté, hein, et dont on a
évoqué certains points avant l'enregistrement. Mais je voulais te dire en tout cas merci. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à suivre, hein, il y aura du contenu. N'hésitez pas à suivre sur les différents réseaux sociaux, Instagram, YouTube, TikTok, LinkedIn. Ahmed Bouzouaïd est aussi énormément présent sur LinkedIn. Hein, sur LinkedIn, sur Instagram, maintenant sur TikTok aussi. Ok. Avec toute la promo du livre, on se déploie sur les plateformes. Et il faut. Voilà. On trouve encore le bouquin sur Ulule. Ouais. C'est important qu'il y ait comment on appelle ça, un engouement populaire, parce qu'on prépare des choses derrière ce bouquin. Il y a plein de surprises. Ouais, sûrement des conférences, des éditions, des événements bien particuliers. Merci à vous la famille et je vous dis à très vite. Ciao. Merci.